Donc, qui nous rejoint sur le plateau, Sylvain, Quentin toujours, donc deux membres fondateurs de Dardex, Mort de faim. Bon, je vais vous laisser un peu nous dérouler l'aventure de tout ce qu'on a pu voir avec de très belles images. Moi, j'ai envie que vous nous racontiez un peu l'aventure M2F jusque Gamers, à vous. Nous, on s'est rencontrés en fait aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. On est un collectif, on est 4 dans le collectif, donc 3 qui vivent à Aix-en-Provence et un 4e qui vit à Prague en République tchèque. Et donc on a décidé de se monter en collectif pour pouvoir réaliser des installations, je pense, plus intéressantes et plus conséquentes que ce qu'on pourrait réaliser tout seul. Et en fait, c'était pour nous une bonne solution de pouvoir aller plus loin et de regrouper différentes compétences qu'on pouvait chacun avoir et voilà, pour mener des projets. Là, vraiment, moi, je reste muet et j'attends que vous me parliez un peu vraiment de l'aventure d'Ardex et jusqu'où elle vous mène, quoi, jusqu'où vous voulez qu'elle vous mène aussi. L'idée à la base, en fait, c'était sortie des Beaux-Arts. En fait, c'est difficile d'arriver à avoir une vie d'artiste entre guillemets et d'être rémunéré sur ses pratiques. Donc du coup, là, le but du collectif, ça simplifiait déjà passablement en fait, les choses de bosser à 3. Ça entretient déjà fait une espèce de motivation où tous les jours on se disait à la base, on se levait le matin tôt, on allait bosser ensemble et on se disait, même si on passe des journées qui ne sont pas tout le temps super productives, en général, il en sort quelque chose. Donc au début, on a commencé à faire de la vidéo, on est passé à l'installation interactive avec des performances live type live avec du son et de la vidéo, du laser et des choses comme ça. Et petit à petit, on en est venu à de l'installation multimédia. Et après, nous, je pense qu'on s'est regroupés parce qu'on avait aussi les mêmes problématiques dans nos boulots. On avait envie de parler des mêmes choses. Justement, ce que Quentin disait tout à l'heure par rapport à la culture populaire, la culture underground, aussi, je pense, oui, toutes les problématiques même sociales qu'on avait et dont on avait envie de parler. Et donc c'est aussi comme ça qu'on s'est regroupés, quoi. Et donc, vous vous êtes rencontrés à l'école d'art d'Aix-en-Provence aussi. Et quelle part justement l'école d'art dans vos pratiques? C'est assez marrant parce qu'on est arrivé, donc on est rentré aux Beaux-Arts. Enfin, moi, j'y suis rentré en 2000. Et à l'époque, j'avais une pratique en fait qui était vraiment orientée vers la sculpture et la peinture. Et justement, en étant dans une école en fait qui à la base était orientée multimédia, on est passé très rapidement justement de ces choses-là à des pratiques qui mêlaient de la vidéo, du temps réel. On a bossé avec des danseurs beaucoup, qu'on équipait de capteurs, qui géraient de la 3D, après du laser ou des choses comme ça. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des médiums, on pense vraiment que c'est l'endroit sur lequel il ne faut pas, entre guillemets, foirer, parce qu'actuellement, c'est un endroit qui est super riche et sur lequel c'est pas possible de laisser uniquement les multinationales et les grosses entreprises injecter du contenu. Donc on s'est placé aussi à cet endroit pour ça. Donc, c'est vrai que vous passez du statut d'étudiant diplômé. Vous vous dites qu'à la sortie de l'école, ça va peut-être être difficile de pouvoir vivre de vos pratiques respectives. Vous décidez de monter ce collectif ou il est antérieur à votre sortie de l'école? Il est bien antérieur, je crois qu'on a commencé au niveau du collectif en 2003. Oui, On a dû exactement. sortir, je passais mon diplôme en 2005. Donc oui, on a commencé en fait aux Beaux-Arts à travailler ensemble et justement aussi c'était ça qui nous donnait la motivation et qui nous a permis dès qu'on est sorti de l'école, de pouvoir attaquer ensemble et d'avoir déjà une bonne base et de savoir ce qu'on allait faire, quoi. Par rapport à l'association, en fait, donc c'est ça qui a aussi déterminé en fait la création de M2F Création, où on s'est dit à un moment, c'est très bien en fait de pouvoir bosser dans différents festivals, dans différentes expositions à droite à gauche, mais après, c'est aussi vachement riche en fait d'en monter une, de la considérer quasiment comme une création aussi, donc d'y injecter énormément de contenu au niveau du sens, au niveau de plein de choses qui nous plaisent énormément, et d'arriver à en faire une espèce d'entité
Et du coup, voilà, on réussit à vivre aujourd'hui avec voilà, les financements croisés du collectif et de l'association. Et vas-y, je t'en prie. Non, l'idée aussi de développer le festival Gamers, ça nous est venu parce qu'on s'est dit que d'organiser un festival qui parle des problématiques dont nous on a envie de parler et d'aller chercher après des artistes qui parlent des mêmes choses que nous et de ce qui nous intéresse et d'essayer de créer un festival et un regroupement. Ici, il y a quelques personnes qui travaillent dans des associations, qui sont aussi là, qui ont monté ces associations, ces structures, parce que c'est des passionnés aussi. Quelle est votre part maintenant de production artistique et de gestion? Parce que j'imagine que gérer cette résidence d'artistes, gérer aussi en coproduction avec Anonymal la maison numérique, gérer ce festival, est-ce que ça vous laisse beaucoup de place pour vos créations personnelles? Est-ce que vous vous posez déjà ces questions? Est-ce que je ne suis pas en train de passer de l'autre côté En fait, je de pense la barrière? qu'à partir du moment où on se dit artiste, on passe forcément du mauvais côté de la barrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 90% de temps de montage administratif, de dossiers, de rencontres avec diverses institutions qui vont permettre en fait de financer ces projets. Et du coup, à partir du moment où en fait on est artiste, il y a 90% du temps qui est vraiment lié à la communication et à l'administratif. Donc oui, on est à 90-10, mais on est content d'avoir les 10 quand même. Justement, ouais, est-ce que vous n'êtes pas frustré par les 10? Et dans votre réseau, on parlait tout à l'heure d'un réseau d'artistes européens, est-ce que c'est la norme ou est-ce que vous avez choisi de prendre un peu les choses en main? Où il y a encore des artistes qui disent moi je fais de résidence en résidence? Je pense qu'à partir du moment où on est artiste, oui, il y a vraiment un temps qui est énorme à passer sur du montage de dossiers et tout ça. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Voilà, la plupart des artistes avec qui on travaille ou qui arrivent à en vivre aujourd'hui sont quand même des gens qui ont différentes casquettes. Donc il y en a plein qui sont profs aux Beaux-Arts, il y en a d'autres qui sont graphistes, il y en a d'autres qui sont webmasters. Mais c'est assez difficile en fait de vivre au jour le jour juste des rémunérations qui viennent de son travail. Surtout qu'au niveau de l'art numérique, en fait, il n'y a pas un marché au niveau artistique qui permet en fait la vente des pièces, contrairement à de la peinture ou contrairement à de la sculpture et des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on est plus ou moins rémunéré comme des musiciens à la prestation. Donc voilà, on a un cachet en fonction de chaque exposition qu'on fait. Mais après, pour moi, cette question-là, on se la pose aussi tout le temps, de savoir à quel moment, de se laisser du temps pour créer et d'arriver à s'aménager justement un temps de création quand même qui pour nous est primordial. On ne peut pas non plus s'arrêter de créer, il faut qu'on arrive à s'aménager du temps. Et c'est pas évident parce que l'association nous prend de plus en plus de temps, le festival grossit d'année en année, donc ça demande aussi de plus en plus d'implication, mais on arrive quand même à se garder ce temps de création. Je reviens sur l'école d'art d'Aix-en-Provence. Vous nous avez expliqué que vous aviez monté ce collectif encore étudiant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants comme vous qui montent d'autres collectifs ou finalement vous êtes un peu l'exception? Je sais pas trop. Nous, on n'a pas rencontré beaucoup d'autres collectifs en même temps à l'école d'art. Voilà, après, on peut dire qu'au niveau justement des étudiants, il y a un pourcentage qui est sûrement plus, qui est sûrement plus important que dans d'autres écoles d'artistes en fait qui finissent en fait leur diplôme et se professionnalisent après et arrivent à vivre de leur création. Et après, je pense qu'au niveau de l'école d'art, les collaborations sont plus ponctuelles en fait sur des projets spécifiques. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu des collectifs. Vous continuez à collaborer avec l'école d'art d'Aix-en-Provence alors que ça fait à peu près 5 ans que vous en êtes sorti? Ouais, tout à fait. Donc du coup, là, cette année, on organise pour le festival une expo dans la galerie des Beaux-Arts avec toute une semaine thématique. Donc les Beaux-Arts organisent en fait une semaine thématique tous les 2 mois ou quelque chose comme ça, qui fait partie du cursus en fait des étudiants. Donc nous, là, on développe une semaine thématique autour de gamers avec des artistes qu'on invite de toute l'Europe.
et qui viennent développer différentes problématiques reliées en fait par l'attrait justement enfin, du ludique et la place du public dans l'œuvre d'art. Je sais- Juste une petite question. Par rapport aux résidences, c'est vous qui faites le montage financier pour le résident ou bien c'est le résident qui cherche sa subvention? Alors pour l'instant, au niveau donc, structurel, en fait, Jamel le disait la dernière fois, en fait, on a décidé donc de monter la maison numérique, qui n'était pas en fait je sais pas le mot que tu utilisais l'autre jour, c'était pas une demande en fait politique liée à la ville ou à la CPA. On s'est associé, on a dit on va monter en fait cette structure, on va faire des choses à l'intérieur, et une fois que ces choses seront faites, on espère qu'elles deviendront indispensables et qu'on sera financé en fait pour les réaliser. Pour l'instant, on n'est absolument pas financé. Donc, heureusement, sur le festival, on a des budgets en fait qui sont liés à la création en fait d'œuvres. Donc, les résidences actuelles sont payées, financées, voilà, avec l'argent du Festival Gamer lié à la création d'œuvres. Non, oui. Non, parce que c'est juste une comparaison, parce qu'au niveau du théâtre, par exemple, il y a des endroits où ils nous offrent des résidences, mais ils t'offrent le gîte et le couvert, mais on n'est pas, il n'y a pas une aide financière. C'est pour ça que je voulais poser la question, quoi. Donc pour l'instant, nous, on a réussi justement à aider les artistes au niveau financier et Sur le à payer festival. justement. Voilà, donc on travaille en coopération avec la Fondation Vasarely. Les artistes en fait, qui viennent faire leur résidence ici sont logés dans un appartement à la Fondation Vasarely. Ils sont nourris ici et ont des per diem en fait, pour le soir pouvoir aller faire un petit plat du jour en ville. D'accord. Et après, on essaye d'acheter le matériel dont ils ont besoin pour réaliser leur installation. Et pour l'instant, on ne peut pas les rémunérer réellement. Non, parce que ce problème de résidence, c'est que dans la politique générale, on pousse les artistes à avoir des résidents, hein, pour, soi-disant, comme ça, par rapport à la création, ils vous aident. Mais le problème, c'est qu'il y a des résidents, il n'y a pas d'argent. Voilà. Parce que nous, par exemple, on a demandé à faire une résidence, Château-le-Vallon voulait nous faire une résidence, mais que le gîte et le couvert. Les temps des zones du Conseil général t'offrent aussi une résidence. Alors qu'au 3 Bicef, il y a une aide financière. Non, mais c'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi une espèce d'hypocrisie aussi au niveau des politiques de pousser, faites des résidences, et puis résidence, ben voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de... Au niveau du numérique, c'est sensiblement différent. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, au niveau des rémunérations, c'est plus à la prestation. Donc, les politiques poussent aussi en fait, dans ce vecteur-là, mais au final, voilà, on arrivera, on espère à terme, sur les résidences de l'année prochaine, à rémunérer les artistes qui viennent, évidemment. Après, je ne crois pas qu'il faille non plus se placer qu'en termes de comment répondre se placer à défaut du financeur ou de la collectivité. Il n'y a pas qu'une logique d'offre et de demande, il y a aussi parfois faire émerger une demande qui est latente, qui existe, notamment avec les arts numériques, mais qui n'est pas évidente, qu'il faut stimuler au départ pour lui donner une première assise, pour que ça devienne un petit peu une envie. Et à partir de cette envie, je pense qu'il peut y avoir des effets mécaniques si l'envie est là. La collectivité territoriale dit, bon ben voilà, ce sont aussi mes administrés, et elle se positionne là où il y a de l'envie. Et pour ça, c'est vrai que allumer la mèche et allumer la lumière, c'est un peu l'étape dans laquelle la maison numérique se trouve. Avec des éclaireurs comme M2F, ça devrait y avoir un feu de Dieu peut-être. Une mèche de Dieu. Oui, bien sûr. Anthony ? Et je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont reçu déjà du public ou non pour visiter leur œuvre? Alors là, donc, les soirées Open Lab justement C'est la doivent première. être ce temps en fait d'échange. Donc là, c'est la première fois que le fauteuil, que le robot est montré. Il sera remontré, voilà, Gamers, mais c'est la première fois. Ah, d'accord.
Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous n'avez plus de... Ouais, je crois qu'on a bien compris la passion qui vous animait et surtout le côté, toujours le choix cornélien entre est-ce qu'on est organisateur, on est artiste et qu'il faut... on sent bien que maintenant, en tout cas, la place de l'artiste, elle est plus comme on pouvait la penser, en attente d'être diffusée ou achetée. Il faut, enfin, voilà, on est un peu sur une position multicasquette où il faut pouvoir organiser aussi le cadre dans lequel on veut travailler. Et vous, vous êtes en plus très, très généreux puisque vous l'offrez aussi à d'autres artistes. Et je pense que c'est cette idée de réseau qui n'est pas un vain mot. Il faut vraiment continuer à travailler sur du réseau pour arriver à développer tout ça ensemble. Et surtout, voilà, des pratiques comme les nôtres, nous qui faisons du média participatif, vous de l'art numérique, on arrive à avoir voilà, de nouveaux objets un peu symbiotiques, moi je dirais, qui fonctionnent très bien. Alors, pour conclure ce plateau, nous allons accueillir avec nous, sans transition, Yvan Chabanot et Julien Marodosa, deux des artistes en résidence à la Maison Numérique, qui ont participé au projet Machine... Ne bougez pas, Two Fish Two. Ne bougez pas, messieurs, c'est mon lancement. Mais avant, regardons ensemble une vidéo réalisée par Yvan en retraçant la majeure partie de son travail.